Jean-Louis, on aurait adoré qu'il pleuve à Monaco, mais la pluie ne s'est pas présentée. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'on peut dire que ce Grand Prix a tenu toutes ses promesses? Alors la pluie, vous adorez, mais peut-être que les pilotes qui étaient sur la piste ont préféré que ça reste sec. Mais enfin bon, est-ce que ça a été un beau Grand Prix? Oui, je suis obligé de le dire, parce que on prend seulement les deux premiers, et ils ont livré un tel combat l'un et l'autre, que franchement c'était même épuisant, harassant de les suivre les uns après les autres. Alors, bien sûr, ça c'est tous les défauts de Monaco également, dépasser, c'est complexe, on le voit avec Charles Leclerc, on a souvent des voitures en file indienne, il faut tenter l'impossible, mais moi je le répète, j'ai vu les Grands Prix de Monaco bien plus casse-pieds que celui-là, et celui-là, il avait quand même deux fortes têtes, je parle de Lewis Hamilton et Max Verstappen, et moi ça m'a suffi pour le Grand Prix. Alors justement, revenons sur le cas Lewis Hamilton. Il a eu des pneus médiums pendant une grosse partie de la course, Jean-Louis, des pneus qu'il a réussi à ménager, à tenir, mais finalement c'était un pari assez osé de la part de Mercedes de le laisser en piste. Oui, alors le pari c'est simple, c'est 68 tours, 68 tours sur 78 avec des pneus semi-tendres, ou semi-durs si vous préférez, enfin la gamme moyenne, et ça a été extraordinairement complexe parce qu'effectivement, plus on approchait de l'arrivée, je veux dire encore à des dizaines de tours et tout, et plus les pneus s'effondraient, mais très sincèrement, plus Hamilton conduisait vraiment à la perfection. Il a fait des trucs, Hamilton. C'est pour ça que je fais une parenthèse. On donne le pilote du jour comme étant Max Verstappen. Je pense que Hamilton le méritait aussi. Tellement, quand on est un guerrier comme Hamilton, un guerrier en tout état de cause, il faut savoir attaquer, mais il faut savoir défendre. Et là, il a défendu d'une façon absolument extraordinaire. Et je pense qu'il méritait lui aussi le titre. C'était un régal de le voir. Et après, la pression s'est libérée. Et il y a une vidéo qui a été publiée diffusée par Mercedes, où il arrose tout le monde à l'intérieur du stand de Mercedes, parce que franchement, de ces pneus-là, ces 68 tours de pneus tendres, il en avait ras la casquette. L'autre animateur de cette course, c'est donc Max Verstappen. Alors lui, malheureusement, il ne fait pas la bonne opération. Il perd le podium à cause d'une pénalité de 5 secondes, mais en tant qu'animateur de ce Grand Prix et avec ce spectacle qu'il a pu nous offrir, il aurait sincèrement mérité le podium. Il le méritait complètement parce que, je le répète, il s'est battu comme un lion. Il n'a jamais rien lâché. Et alors, on sait que dans ces périodes de Formule 1 hybride, avec les gommes qui se dégradent, ce n'est pas facile de suivre une voiture au plus près. Or, il l'a fait. Pendant, vous avez vu le nombre de tours, aussi, lui aussi incalculable. Il a été derrière Hamilton en permanence après les changements de pneus, toujours à moins une demi-seconde ou un peu plus, toujours dans l'axe, prêt à profiter de la moindre faute qui n'est pas arrivée. Alors, il prend 5 secondes de pénalité, il faut tout de même expliquer pourquoi. Unsafe release, c'est-à-dire Red Bull le lâche trop vite dans la voie pour repartir en course, alors que surviennent à la fois Vettel et Bottas, ou plutôt Bottas et Vettel, dans cet ordre, c'est important. Et je me demande, je ne suis pas le seul, hein, si, voyant ce qui pouvait arriver, si Red Bull n'a pas fait exprès de le lâcher, tant pis pour les 5 secondes, il aurait pu les rattraper en course. Mais en tout cas, si Bottas n'avait pas touché, était obligé de faire un nouvel arrêt, là, Red Bull était obligé de laisser passer et Bottas et Vettel, et Verstappen était 4e. Donc, mieux valait être 2e. Donc, on leur laisse le bénéfice du doute. Mais ce qui est important, c'est qu'il a essayé de les rattraper de tous les côtés, ces 5 secondes. S'il avait pu doubler Hamilton, peut-être qu'il se serait évadé devant et il aurait gagné la course. En tout cas, il y a beaucoup de périodes où il est quand même devant Bottas. Il fallait qu'il y ait 5 secondes de mieux devant Bottas. Il est devant Bottas. Et puis bon, finalement, à la fin, lui aussi, ses pneus ont commencé à grainer. Et ça n'était plus facile pour lui de piloter au max. Voilà. Coup de projecteur, Jean-Louis, à présent sur Ferrari. Sébastien Vettel termine donc 2e. Reprend la 3e place au championnat à Max. Mais finalement, c'est une course un peu sans éclat pour l'Allemand. Et on ne peut pas écarter le cas Charles Leclerc, pour qui, après des qualifs catastrophiques, mais qui ne sont pas de son fait, mais de celle de son équipe, a tenté le tout pour le tout en course, voire un peu trop. Oui, alors, Vettel, une course, on ne l'a pas vue. C'est simple, et c'est pourtant une Ferrari, et c'est Vettel. On ne l'a pas vue, et si le réalisateur de télévision ne l'a pas montré, c'est parce qu'il ne se passait rien. Quant à Charles Leclerc, je pense qu'il y a une bourde qui a été faite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont cru qu'avec le chrono qu'il avait, il allait passer quand même? Moi, je crois qu'il attendait de repartir en course, sans essence prêt, et que ou ils ne l'ont pas écouté, ou ils étaient fixés sur Vettel, qui est passé à 3 ou 4 secondes du drapeau à damier,
pour faire son tour de qualif finalement, qu'il le met plus loin, plus haut, en Q2, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, quand vous regardez les derniers Grands Prix de l'histoire, dès qu'il y a un petit problème chez Ferrari, pour l'un ou l'autre des pilotes, ça prend des proportions ahurissantes. Et là, il y avait le problème Vettel, et on a laissé tomber complètement Charles. Alors Charles, après, qu'est-ce que vous voulez faire? Il a 21 ans, il est monégasque, il conduit une Ferrari, je ne veux pas lui pardonner tout, hein, non, qu'il se montre trop agressif, il fallait faire ça. Il ne pouvait faire que ça. Sinon, il n'est pas un pilote de Formule 1. Et donc, il a tenté le tout pour le tout. C'est vrai que pour Hülkenberg, il ne s'y est pas très bien pris. La voiture a touché, la crevaison, ça abîme le fond plat. Et puis finalement, il le dit lui-même à la radio, hein, je ne suis pas le genre de type à renoncer, mais là, je ne peux plus conduire. Et quand vous voyez l'état de la Ferrari à l'arrivée de la course, même pas avant l'arrivée de la course, vous voyez que c'était plus possible de conduire une voiture comme ça. Donc bon, voilà, c'est passé, ça sera un mauvais souvenir. On repart maintenant au Canada. Quand Carlos Sainz, Jean-Louis, termine 6e et que la première Renault officielle n'est que 9e, qu'est-ce qu'on se dit chez Renault après le Grand Prix de Monaco? On se dit que, pour une fois, on avait fait des résultats pas trop mal en qualification, et en course, ça n'était pas le cas, ça n'a pas bien marché. C'est quelquefois l'inverse, ils font de mauvais résultats chez Renault en qualif, et en course, ils ont un bon rythme. Là, rien n'a fonctionné, et ils n'ont fait que perdre des places. Vous voyez les places sur la grille de départ de Ricciardo et de Hülkenberg, et vous voyez qu'ils perdent des places tout au long de la course, donc voilà, fermez le banc, il n'y a plus rien à dire. À l'inverse, chez Toro Rosso, on brille comme c'est pas permis, avec un doublé, des deux pilotes, entre guillemets, mais ils sont tous les deux dans le top 10. Le moteur Honda, au top, concrètement. Eh bien oui, moi je crois que Honda a fait le pas nécessaire. Alors vous savez qu'au début de la saison, on s'inquiétait pour savoir combien de Grands Prix ils allaient faire avant de casser, etc. Ben, ils ne cassent plus. Très difficile à juger sur Monaco parce que c'est vraiment pas un circuit de moteur. Mais enfin bon, ça marche, et on l'a vu avec Verstappen, ça marche terriblement bien. Là encore, je ne veux pas anticiper sur l'avenir, mais le prochain Grand Prix, c'est le Canada, qui est un circuit d'accélération-freinage. Là, on va voir si ça tient. Et si ça passe ce cap, eh bien, on peut dire définitivement que Honda a réussi un meilleur moteur que Renault, par exemple. Et quant à Renault, vous avez parlé tout à l'heure des McLaren. Les McLaren sont devant avec un châssis un peu meilleur. Vous voyez que ça marche quand même. Donc il faut vraiment que Renault recentre ses troupes complètement. Il y a de grosses améliorations qui doivent arriver. Mais bon, il faudrait qu'elle soit là au moins pour le Grand Prix de France. Il faut vraiment que ça continue comme ça. Un petit point sur les performances de nos deux Français, Pierre Gasly et Romain Grosjean? Pas mal. Mais alors l'inverse de Renault, eux, par rapport à leur position sur la grille de départ, ils n'ont fait qu'améliorer. Gasly, on lui permet de faire le meilleur tour en course, ce qui est pas mal. Grosjean, bon, il partait de loin, mais il termine dans les points. Il n'a pas été aidé par Gasly justement au moment des qualifications. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Et en quelque sorte, ils ont l'un et l'autre progressé. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Je trouve que les As Ferrari étaient pas mal du tout sur le circuit de la Principauté. Dernière question pour finir, Jean-Louis, et c'est de l'Indy 500 avec cette fabuleuse victoire de Simon Pagenaud. Le Français, malgré les assauts d'Alexander Rossi, a réussi à le contenir et à franchir le drapeau à Dami en premier. Ça n'était pas arrivé depuis 1914. Incroyable. Alors formidable, formidable parce que la voiture jaune devant, parce qu'il y a les ravitaillements, hein, mais on peut dire qu'il a mené de bout en bout, Simon. Il a fait une course formidable, il n'y a pas eu un écart. Et quand tout ça, ça se passe à plus de 350 km/h, sur un fil, c'est vraiment formidable. Ça, je suis content pour lui pour ça. Je suis content pour lui également parce que c'est un garçon qui n'a pas eu la vie facile en tant que pilote. Il faut faire attention à ça. Il a été obligé de se construire. Il a été obligé, c'est mon copain Renaud Derlot de Canal+, qui a dit, il a fait du porte-à-porte pour trouver de l'argent quand il était en Formule Renault, etc., etc. Donc c'est un gars qui a eu des difficultés. Un gars qui a construit sa vie. Gagner les 500 miles pour lui, c'est le Graal. Et ça m'a rappelé des souvenirs formidables quand je suis allé plusieurs fois aux 500 miles d'Indianapolis. Je me rappelle de Johnny Rutherford avec la voiture jaune, pareil. Il a fait de bout en bout, et je me rappelle de Rick Mears, pareil, avec la voiture jaune. Et bien là, c'est Pagenaud qui avait la voiture jaune. Et je me suis vraiment régalé pour lui. J'étais heureux parce que c'est une perf vraiment extraordinaire. Et puis là, ça le place. Ça le place non seulement aux États-Unis, ça le place dans le monde, ça le place chez Roger Penske, qui est le meilleur chef d'équipe qui existe. Et là, vraiment, franchement, tapis rouge pour lui. Bravo, Simon.